les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Merck suite à la publication de ses résultats. Alors, comme d'habitude, vous connaissez ma réticence sur les dossiers laboratoires pharmaceutiques, sur Big Pharma. On a souvent des procès, des litiges qu'il va falloir du coup provisionner, et c'est un peu imprévisible, donc les bénéfices nets peuvent être impactés par des facteurs externes au marché et à l'entreprise. Cela dit, on regarde le cours de l'action, on est quand même bien plus bas que les plus hauts à $130, donc on a fait une bonne chute. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à Merck? On va regarder ça ensemble. Sur le chiffre d'affaires, on a du coup une croissance médiane de 3,5%. La dernière publication a fait état d'une croissance de quasiment 7%, sans acquisition. Donc ça, c'est de la croissance organique, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on arrive à retrouver un peu de croissance en organique sans faire des acquisitions. Sur la période, toutefois, on a eu 46 milliards d'acquisitions, donc ça a bien boosté des années 2021 et 2022. Enfin, pas 2022, puisqu'il n'y a pas eu d'acquisition, mais en tout cas, 2021 a bien été boosté. Voilà, donc on est sur un secteur très mature, une entreprise qui est donc aussi mature et qui est en train de consolider son marché également. On va regarder les taux de marge. Sur les pharma, les taux de marge sont très élevés. On est sur un niveau monopolistique pour Merck, donc c'est-à-dire qu'on a un wide moat, un moat vraiment très solide. Donc on a un pouvoir de fixation des prix, voire d'augmentation des prix qui est intéressant. Donc là, ce taux de marge brut est bon. Par contre, ce qu'on a, c'est que le taux de marge d'EBITDA, lui, n'a pas suivi la forte hausse, donc ça veut dire qu'on a une déperdition de l'efficience opérationnelle, une moindre efficience opérationnelle, et ça, c'est un peu dommage. On reste toutefois à un niveau de marge d'EBITDA de 43%, ce qui reste très bon. Et le taux de marge net, lui, il fluctue quand même pas mal autour de la médiane à 17, mais on se trouve sur un niveau actuellement très élevé de 27%. Donc, bon, on arrive, bon gré mal gré, à quand même bien coller au taux de marge d'EBITDA, malgré des chutes temporaires. Donc ça, souvent, ce sont des exceptionnels. On va avoir des provisions qui sont passées ou des dépréciations d'actifs, etc. Et donc il vaut mieux regarder en free cash flow la marge pour comparer en fait. Donc là, si on regarde les free cash flow, donc déjà il n'y a pas de free cash flow en 2024, et ce qu'on voit ici, c'est qu'en revanche c'est un peu plus stable par rapport aux bénéfices nets. Allez, on continue justement, conversion des bénéfices nets en free cash flow. Pour Merck, on est sur free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. D'où est-ce que ça peut provenir? Est-ce qu'on a une variation du BFR qui est favorable? Oui, on a une variation du BFR qui est favorable. Ou est-ce qu'on a des CAPEX moins élevés que les dépréciations et amortissements? Non, c'est le contraire. D'ailleurs, on continue à investir massivement dans l'appareil productif, donc ça c'est très bon pour la croissance future, si ça génère des cash flows opérationnels, ça reste à voir. Donc là, normalement, ça devrait faire baisser les free cash flow, mais on doit avoir des other non-cash items, voilà, 110 milliards de other non-cash items. Et donc ça correspond à des provisions ou des dépréciations du goodwill par exemple. Donc ça, ce sont des dépenses non cash et ça vient améliorer les free cash flow. En fait, ce sont des dépenses non cash, les provisions pour litige, jusqu'à ce qu'on doive payer en fait le litige, et dans ce cas-là, ce sont des vraies dépenses. C'est pour ça que moi je me méfie de ce secteur. On utilisera plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise, pour être conservateur. Et on va continuer avec la rentabilité opérationnelle du groupe. On est sur une médiane de 15,5, donc c'est quand même assez bon. Et à l'heure actuelle, on se trouve sur une rentabilité opérationnelle de 32,3%, ce qui est énorme et bien plus élevé que la croissance. Ça veut dire qu'on a du cash à rendre aux actionnaires et qu'on va pouvoir faire des acquisitions avec ces excédents de cash ou se désendetter s'il y a de la dette. Donc là, c'est très bon. On va regarder l'endettement du groupe. On a quasiment pas de dette, on a moins d'une fois l'EBITDA, donc il n'y a pas de sujet sur la dette, on va pouvoir la rembourser si on a envie de la rembourser, mais c'est pas urgent de la rembourser à mon avis, en moins d'une année. Et d'ailleurs, on est un peu moins de 2 fois les free cash flow, donc c'est pareil. On peut rembourser facilement cette dette-là, le bilan est solide. On continue avec le rendement de l'actionnaire. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de Merck? On est sur un dividende de 7 milliards, donc sur le market cap de 220 milliards, on est à peu près entre du 3,5% de rendement du dividende, donc ça c'est intéressant. On a des rachats d'actions depuis, on va regarder ça, on a des rachats d'actions depuis... on va dire 2010, donc ça c'est pas mal, ça augmente le rendement de l'actionnaire. Et Coifin nous calcule un rendement de l'actionnaire, incluant aussi le désendettement, à 3,6%, donc c'est quand même honorable. On est à la moitié des free cash flow versés en dividende, donc on a la capacité à l'augmenter encore ce dividende si les free cash flow continuent à augmenter tranquillement. Et on peut utiliser le reste des free cash flow pour racheter des actions, comme on le voit ici. D'ailleurs ça stabilise un peu les rachats d'actions, ou faire des acquisitions. Donc Merck a l'air de faire les deux. Il faut voir si les acquisitions se passent bien en général, c'est toujours compliqué d'intégrer les nouvelles entreprises. Ensuite, on va regarder la valorisation du groupe. On a un peu de dette, on a en valeur d'entreprise sur EBITDA, et là,
c'est le crash. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA qui est décotée par rapport à la médiane de bien 25-30%. Donc là, il y a une marge de sécurité, mais attention, on a vu qu'il n'y avait pas de free cash flow sur le dossier. Alors, est-ce qu'il y a des free cash flow? On se met ici, où il y a bien des free cash flow. Il y avait un problème sur la marge de free cash flow plus haut, c'est pour ça que j'ai hésité, mais attention qu'on n'a pas les free cash flow à la dernière date. Donc, est-ce que en fait, on se retrouve... Oui, c'est pour ça qu'il y avait une free cash flow margin à 0. Il faut voir donc dans la publication, est-ce qu'on a un tableau de flux de trésorerie? Si on n'a pas le tableau de flux de trésorerie, c'est qu'une publication partielle, donc il faut voir à quel niveau se trouvent les free cash flow. Mais bon, alors à voir, sauf exceptionnel, je pense qu'ils seront quand même à ce niveau à 14 milliards. Donc, eh bien, ça nous donne un price to free cash flow, ce 14 milliards qui est pas très élevé finalement. On est peut-être on doit être à 15 de price to free cash flow à la louche. Donc, il y a une décote sur Merck à l'heure actuelle. Et le marché n'a pas l'air d'avoir apprécié la publication. Donc, est-ce qu'il y a un problème spécifique? Ça, je sais pas. J'ai pas regardé la publication. Moi, je regarde que les chiffres. Si vous êtes intéressé par ce dossier, ça va être la conclusion. Si vous êtes intéressé par ce dossier Merck, allez voir la publication pour comprendre pourquoi la publication a été mal reçue. En tout cas, quantitativement, il y a une marge de sécurité, il y a un bon rendement de l'actionnaire avec une bonne sécurité du dividende. Donc, ça peut être intéressant d'aller analyser le dossier si vous êtes intéressé par les pharma. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.